Go. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le nouveau numéro de la Bande FM à Londres. Donc cette semaine, on va parler vacances. Voilà, le mois de juillet pointant le bout de son nez et la période estivale commençant. On avait envie de faire un petit peu un point sur les vacances. Donc évidemment, l'épidémie de coronavirus nous aura obligé, aura obligé certains et certaines d'entre nous à revoir nos plans pour cet été. Donc, exit la Thaïlande, le Maroc, la Croatie et pourquoi pas la Turquie. Et donc, l'idée, ce serait finalement, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de pouvoir visiter les pays dans lesquels on habite ou qui sont à proximité, comme le Royaume-Uni et l'Irlande et, d'expliquer un petit peu le développement du tourisme local. Donc aujourd'hui, pour parler de ce sujet, on a 4 intervenants. Donc on a la Chab qui est guide en Écosse et fondatrice du blog French Kilt. Nous avons aussi avec nous Anaïs Braque, qui est représentante de l'organisme Visit Britain. Et nous avons aussi avec nous Violaine Mallier et Bernard Usher, pardon, Laon, qui sont de l'agence de voyage Alan's Tour et qui est plutôt spécialisée sur l'Irlande. Donc avec eux, on va parler des vacances, de ce qu'on peut découvrir cet été au Royaume-Uni et en Irlande. Donc ils donneront leur point de vue sur ce tourisme local et surtout ils seront là pour répondre à toutes vos questions concernant la préparation de vos vacances et de la découverte de ces deux pays. Donc, je vous rappelle que cette émission, c'est la vôtre. Donc, n'hésitez pas, ceux qui nous regardent depuis Facebook, à nous rejoindre sur Zoom en cliquant sur le lien qui est indiqué juste dans la petite boîte. Et vous venez nous rejoindre sur Zoom et pour pouvoir poser vos questions, il suffira de lever la main et d'interpeller un de nos intervenants et de lui poser en direct vos questions. Je voulais commencer tout de suite, déjà en vous saluant tous et tous de participer et de vous remercier de participer à cette émission. Moi, je voulais commencer avant toute chose en faisant un point sur la levée des restrictions, parce qu'aujourd'hui, on est tous en confinement encore, ici au Royaume-Uni et en Irlande. Donc, je voulais savoir si vous pouviez nous faire un petit point sur comment ça se passe, alors que Boris Johnson, hier, a annoncé la réouverture des bars, des restaurants et des hôtels en Angleterre. Donc, je voulais commencer avec peut-être Sarah, vous qui êtes en Écosse, à Édimbourg. Comment ça se passe? Il me semble que la première ministre écossaise vient d'annoncer des choses aujourd'hui. Oui, alors bonjour à tous et merci beaucoup pour cette question. Alors en effet, en Angleterre, à partir du 4 juillet, les hôtels vont réouvrir leurs portes. En Écosse, il va falloir attendre le 15 juillet pour voir les hôtels réouvrir, ainsi que les restaurants et les musées, les galeries. Il y a un petit décalage, mais c'est plutôt encourageant. Et on a également aujourd'hui appris que la levée de la restriction de distance que l'on peut parcourir en ce moment en Écosse, qui était de 5 miles, va être levé au 3 juillet. Donc, ça veut dire que si on est en Écosse même, on peut commencer à voyager d'un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, il sera autorisé de louer des hébergements qui sont indépendants. Donc, c'est-à-dire des cottages, des maisons, des logements sur Airbnb, par exemple, je pense. Donc, petit à petit, on va commencer à s'y mettre et c'est plutôt bien accueilli. Et vous, Anaïs, est-ce que vous avez des informations supplémentaires par rapport au gouvernement britannique, vous qui représentez Visit Britain? Oui, alors nous, en Angleterre, donc comme Boris Johnson l'a annoncé hier, la levée des restrictions donc aura lieu le 4 juillet. Donc le 4 juillet, les pubs, les restaurants et toutes les attractions touristiques vont réouvrir. Donc idem, Airbnb, les hôtels, etc. Et on attend toujours le 29 juin pour savoir s'il y aura une restriction de la quatorzaine, donc pour toutes les venues en dehors de l'Angleterre, en dehors du Royaume-Uni pour venir en Angleterre. Donc voilà, donc a priori, il pourrait y avoir des bridges, ce qu'ils appellent, donc des ponts entre certains pays, donc potentiellement la France, l'Espagne, l'Italie, mais rien n'est confirmé. Ce sera confirmé dans les jours à venir. Pour le moment, on n'en sait pas plus, on attend le 29 juin. Et côté irlandais, alors comment ça se passe, Bernard? Côté irlandais, les hébergements vont ouvrir à partir du 29 juin. Ensuite, les restrictions sur la quarantaine devraient finir le 9 juillet, ce qui fait que le pays devrait être ouvert à accueillir
les voyageurs à partir de mi-juillet, on va dire. D'accord. Donc oui, effectivement, il y a toujours cette question de la quarantaine. Effectivement, on devrait avoir une réponse d'ici le 29 juin. Mais est-ce qu'on a déjà des premières sensibilités sur des réservations ou comment ça se manifeste en termes d'impatience de la part des voyageurs, soit intra-île britannique ou en Irlande? Est-ce que vous avez déjà eu des réservations par rapport à des guides, par exemple, enfin des tours et des visites, par exemple, à Édimbourg ou aux alentours, en Irlande, ou vous, à Visit Britain, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà sollicité pour commencer à réserver? Alors peut-être qu'on va, comme on a fini avec Bernard, on va repartir avec Bernard, puis on fera la loupe à l'inverse. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, bien sûr, il y a un brusque décrochage au mois de mars, mais on voit que depuis quelques semaines, les demandes commencent à revenir parce que beaucoup de gens qui étaient confinés ont des fourmis aux pieds et les demandes commencent à donc revenir et principalement pour le mois d'août, pour le mois de septembre, mais également un tas de gens qui avaient annulé, qui avaient été obligés d'annuler au mois d'avril, mai, juin, veulent revenir pour la fin de l'été. Donc ça, c'est vraiment extrêmement positif. De plus, pas mal de gens, alors que ce soit nos clients en direct ou bien les clients via les agences de voyage, des gens qui avaient programmé d'aller à l'extérieur de l'Europe, en Asie, en Australie, ainsi de suite, eux reposent leurs vacances justement sur nos contrées, que ce soit l'Irlande ou l'Écosse également, sur lesquelles nous proposons des séjours. Anaïs? Alors, nous, on ne gère pas du tout les réservations, mais nous, de notre côté, donc, on a des réseaux sociaux assez actifs. Donc, beaucoup de gens nous posent des questions sur quand la quatorzaine sera levée, quand est-ce qu'il sera possible de venir, dans quelles conditions, etc. Donc, on voit beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions venir, mais on n'a pas du tout de vue sur les bookings, etc. Ce qu'on voit, et grâce aux échanges avec nos partenaires, on nous a montré et démontré que beaucoup de recherches se faisaient sur le web, donc via des plateformes de booking. Mais voilà, nous, on n'a aucune vue en fait sur vraiment les réservations en tant que telles. Donc je pense que Bernard, Sarah, etc. pourraient mieux vous répondre que moi. Justement, Sarah, vous, au niveau des réservations, est-ce que les gens reviennent vers vous pour commencer à rebooker des visites? Moi, j'essaie d'observer un peu le phénomène à plusieurs niveaux. Du point de vue de mon blog French Kilt, je vois que pour l'instant, les recherches type comment prendre le ferry pour aller sur l'île de Skye, les recherches très précises n'ont pas encore repris. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne ressens pas encore beaucoup de questionnements sur l'organisation en détail des voyages. Sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la communauté French Kilt et dans d'autres groupes que je suis, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont très précises. J'ai un avion à telle date, est-ce que ça va être maintenu, est-ce que je vais pouvoir faire ci, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Donc il y a des gens qui y croient encore et je pense que selon les dates et tout, il faut attendre, hein, juste garder les oreilles grandes ouvertes. Mais donc il y a un intérêt du point de vue des visites guidées. Alors là, bien sûr, hein, comme tout le monde, toute ma saison a été annulée. J'ai eu pas mal de voyages qui ont été reprogrammés au mois d'octobre et qui pour l'instant tiennent toujours. Du point de vue des individuels, pour l'instant, j'ai eu des demandes pour septembre, pour les vacances de la Toussaint. Donc, j'ai espoir qu'à partir de ce moment-là, les choses redémarrent. Mais je n'ai pas eu de nouvelles demandes pour le 16 juillet. Pour l'instant, les gens restent frileux s'ils n'ont pas encore fait les démarches, s'ils n'avaient pas déjà réservé leur voyage. Je pense qu'ils attendent encore des nouvelles. Et j'aimerais bien que ces nouvelles commencent à affluer un peu comme les autres pays européens pour qu'on puisse être dans le rythme un peu comme les autres. Donc, j'espère que ça va le faire. Voilà, alors moi je vais me permettre de me présenter. Hein. Donc, je m'appelle Éric Gendry, je suis journaliste et je collabore à French Morning. Effectivement, je pense qu'il est utile de replacer le débat dans le cadre qui est le sien, à savoir qu'il va être difficile de se rendre n'importe où cet été. Et c'est l'occasion pour beaucoup d'entre vous, et c'est une réflexion qui nous est faite par Annabelle sur Facebook. Ce n'est pas une question, mais c'est une réflexion qu'il est intéressant de livrer parce que je pense qu'elle situe bien le cadre de cette émission. Annabelle nous dit: dommage qu'il y ait besoin d'une pandémie pour que les gens aient envie de visiter les pays dans lesquels ils habitent. Ce n'est pas faux. Hein. Il faut qu'il y ait un événement comme celui-là. Je ne pense pas que vous allez me contredire. Le Royaume-Uni a plein d'endroits magnifiques et étonnants.
et il ne se résume pas qu'à Londres. Ce qui nous emmène directement vers Sarah, avec une question qui va porter sur l'Écosse, une question de Lila, posée depuis Édimbourg, qui découvre l'Écosse. Alors, je pense qu'elle compte sur vous pour l'aider à découvrir. Lila, je la cite. « Je viens d'arriver en Écosse. Je me réjouissais de pouvoir assister au Fringe Festival, mais c'est annulé. J'ai regardé un peu des guides pour organiser une visite aux alentours de la ville, mais je ne trouve rien qui m'intéresse. Est-ce que vous auriez des idées pour sortir des sentiers touristiques, Sarah ?» Bien sûr. Alors, je comprends que Lila habite en Écosse. C'est ça, elle vient de s'installer en Écosse. À Édimbourg. Oui, elle vient de s'installer à Édimbourg. Alors, à proximité d'Édimbourg, il y a énormément de choses que l'on peut faire. Le week-end dernier encore, j'ai fait des randonnées dans les Pentlands. C'est la petite chaîne de haute colline ou basse montagne, je ne sais pas vraiment comment dire, qui se trouve juste au sud d'Édimbourg. En ne serait-ce que 20 minutes en bus, eh bien, on peut être complètement dépaysé, voir des vaches des Highlands, voir des petits lacs. Il y a beaucoup de choses vraiment chouettes à faire, même si on a cette limite des 5 miles. On peut aussi découvrir les environs de la plage de Portobello, la commune voisine de Musselburgh. Il y a vraiment plein de petites choses à découvrir à Édimbourg même, les environs du château de Craigmillar aussi, même si on est pour l'instant encore un petit peu restreint, mais que Lila ne s'inquiète pas, très rapidement, les choses vont pouvoir bouger à nouveau. Et là, semaine après semaine, on va avoir des lieux qui s'ouvrent. Et à partir du 3 juillet, Lila va pouvoir de nouveau voyager dans d'autres coins. Elle pourra par exemple aller à North Berwick, à moins de 30 minutes en train d'Édimbourg. Elle peut aller dans la région du Fife, qui est juste de l'autre côté du fleuve du Forth, qui est aussi absolument fantastique. Et je pense que le dépaysement est vraiment au pas de notre porte. Et si ce confinement en général m'a appris une chose, c'est que même au sein de son propre quartier, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Et si Lila vient d'arriver, rien qu'à l'extérieur à Édimbourg, quand il y a des belles journées comme celle-ci, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est, comme elle le disait, oui, c'est important de se concentrer sur ce qu'on a à proximité. On a justement une autre question d'un spectateur en direct, Hamid Rabi va nous poser la question. Alors, allez-y, on vous écoute. Vous nous entendez? Il est en mute. Ah, il faut activer votre micro. Le micro est coupé. Ah, ça y est, super. Bravo Anaïs. Bonjour. Allez-y, posez votre question. Allô? Oui, vous nous entendez? Oui. Allez-y, posez votre question. N'hésitez pas. Moi, je suis résident à Londres depuis pas mal de temps. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se soucient de la quarantaine une fois arrivées en France ou une fois arrivées à Londres. Moi, j'ai voyagé récemment à Paris au mois de mai, lorsque tout le monde était en confinement. J'ai pas eu de soucis, en fait, pour aller voir mes parents, aller voir la famille en Bourgogne. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas trop… En fait, les gens s'inquiètent beaucoup et ont l'impression, ont une frayeur de voyager, mais après, je pense que, bon, une fois arrivé en France, la police, etc., font preuve de discernement. Ils peuvent laisser les voyageurs, les personnes habitant en Angleterre francophone, ils peuvent aller voir leur famille, etc. Je pense je pense qu'on est un peu trop bombardé d'informations actuellement pour savoir vraiment concrètement qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Et voilà, en fait, je pense qu'il faut encore attendre un petit peu, mais enfin voilà, il ne faut pas trop avoir beaucoup d'inquiétude, mais les choses vont s'apaiser peut-être dans les prochains jours. Mais vous êtes rentré de France, donc est-ce que vous allez passer cet été ici? Est-ce que vous avez envie de découvrir le Royaume-Uni, l'Irlande? Moi, oui, j'ai envie d'aller découvrir Scotland, à vrai dire. Et Sarah est là pour répondre à vos questions. Allez-y, si vous avez une question sur l'Écosse, elle est là. Elle va vous donner des bons conseils. Ouais. En fait, c'est pour aller dans les montagnes, dans le Loch Ness, etc., dans la région du Loch Ness. Est-ce que c'est au niveau de l'hébergement, est-ce qu'il y a des Airbnb, etc. Après le déconfinement officiel le 14 juillet, d'après ce que j'ai entendu, ou le 10 juillet, d'après ce que vous avez dit. Et voilà comment que ça se passe au niveau touristes, hébergement, restaurant, hôtel, etc. Merci beaucoup, Hamid, pour cette question. Oui, bien sûr, vous allez bientôt pouvoir voyager à nouveau en Écosse et découvrir les magnifiques paysages de ce pays. Pour l'hébergement dans les Highlands, je vous conseille de prendre vos précautions et de réserver
votre hébergement en avance, parce que même si les hôtels ont le droit de réouvrir, beaucoup ne pourront pas réouvrir pour diverses raisons. Et donc, il faut vraiment ouvrir l'œil. Même à Édimbourg, là, j'ai vérifié tout à l'heure sur, je ne sais pas, enfin, je vais pas donner le nom, mais vous connaissez la plus grande plateforme de réservation d'hôtels en ligne. À Édimbourg, il y a 3300 hôtels et autres lieux d'hébergement qui sont listés. Seulement 400 sont disponibles. J'ai pris une date au hasard dans la deuxième quinzaine de juillet. Donc, seulement 400 ont mis déjà des dates à disposition pour les réservations. Bien sûr, dans les Highlands, ce sera encore moins. Donc, il faut prendre ça en compte. Il faut réserver en avance un lieu qui aura réouvert et qui est capable de fonctionner. Et de manière générale, mon conseil avec ce redémarrage, c'est d'ouvrir l'œil et de prendre des réservations afin de ne pas se faire piéger. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire quels seront les hôtels qui seront ouverts et qui tourneront. Mais vous avez la chance d'habiter au Royaume-Uni, donc vous pouvez prendre le train de Londres à Édimbourg, il y a 4h30, c'est un super trajet. Et ensuite, pour aller jusqu'au Loch Ness, c'est encore 3 heures de train minimum. Et c'est aussi un très beau voyage, mais simplement, prenez vos précautions pour l'hébergement. Pour l'instant, c'est nouveau pour tout le monde, c'est la découverte à tous les niveaux. Il faut se méfier, il faut aussi être conciliant et accepter que tout ne roule pas sur des roulettes dès le premier jour, quoi. Je me permets de rebondir sur cette remarque de Sarah qui est très pertinente. Et oui, en effet, il faut vraiment vérifier avant de partir. Donc, on lance une campagne là, chez Visit Britain qui s'appelle Know Before You Go, donc à savoir avant de partir. Et donc, vérifier non seulement vos hôtels, mais aussi toutes les attractions. Donc, si vous avez besoin de pré-réserver en ligne, par exemple, parce qu'au lieu de faire la queue devant une attraction ou un musée, etc., où vous ne pourrez pas forcément avoir le droit d'entrée, il vaut mieux toujours pré-réserver en ligne. Être sûr que vous aurez une place pour le jour où vous voulez y aller. Donc, idem pour les hôtels, les Airbnb, etc., comme disait Sarah. Donc, voilà, c'est une remarque très pertinente et comme pour les trains et les transports en règle générale. On va enchaîner, on va remonter un petit peu vers le nord. On va revenir vers vous tout à l'heure, Bernard, parce que justement, on va remonter un petit peu vers le nord et on va parler d'Irlande sur une question de Marie qui est londonienne, mais on va la poser à Violaine, parce qu'on n'entend pas beaucoup Violaine depuis le début. Donc, on va vous poser cette question, Violaine. Question de Marie de Londres. J'aimerais visiter l'Irlande, mais je ne sais pas comment ça se passe actuellement. Est-ce que c'est sûr de voyager là-bas? Un peu inquiète, Marie, vous voyez. Est-ce qu'il est sûr de voyager là-bas? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire en dehors de Dublin? Alors, c'est une très bonne question, Marie. Il y a énormément de choses à faire en Irlande. Il n'y a pas que Dublin, c'est un petit peu comme en Angleterre avec Londres et en Écosse avec Édimbourg. Il y a énormément de comtés en Irlande qui sont très peu explorés. On va très souvent vers les grandes lignes qui sont Dublin, Galway, Cork ou même Belfast. Il y a énormément de très belles villes à voir. L'Irlande, c'est aussi les grands espaces, c'est même surtout les grands espaces, c'est la nature, c'est la côte ouest avec la Wild Atlantic Way. Il y a énormément de possibilités de randonnée, de rouler sur des belles routes de campagne. Il y a de très belles activités à faire aussi. Alors c'est vrai que en ce moment, la situation n'est pas la meilleure. On est un petit peu comme le Royaume-Uni pour l'instant en Irlande jusqu'au 29 juin. On attend encore quelques décisions, mais il n'empêche qu'il reste énormément de choses à faire en Irlande, à part Dublin. Bernard, peut-être un petit rajout. Oui, c'est vrai que vous avez parlé que nous sommes sur l'Irlande, mais nous sommes également sur l'Écosse. C'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la connaissance, nous sommes là pour leur répondre et également pour procéder aux réservations pour eux. Et je voudrais également revenir sur quelque chose, c'est par rapport juste aux distances. Moi, je crois que nous avons toujours travaillé dans la distanciation, dans la mesure où le voyage, contrairement au tourisme de masse, est affaire de distanciation. Que vous soyez sur nos contrées, ou que vous soyez en Afrique, au Maroc, que vous rencontrez des gens, que ce soit un berger, il y a toujours cette histoire pour aller vers l'autre, pour découvrir l'autre, justement de se tenir à distance. Et je peux vous assurer que pour beaucoup de gens qui vivent dans des grandes villes, j'ai regardé dernièrement les densités qu'il y a. Par exemple, Paris, on parle de 20 000 personnes au kilomètre carré, alors que sur l'Irlande ou sur l'Écosse, on est à 60 personnes au kilomètre carré.
Donc, je peux vous assurer que de ce point de vue-là, lorsque vous allez dans les Highlands du Nord, ou bien que vous allez dans le Donegal ou dans le Connemara, la distanciation sociale, elle existe, elle a toujours existé, et elle est là. Et je peux vous dire également que les hébergeurs, également les restaurants, les centres de visite, veulent s'assurer que tout soit mis en place pour que tout se passe bien. Ouais, c'est d'ailleurs intéressant. C'est une question qui sort un petit peu des conseils que vous pourriez donner à d'éventuelles personnes qui souhaitent voyager cet été dans le cadre du Royaume-Uni. Et la question, on peut la poser à tout le monde parce que tout le monde peut être concerné par cette question. Est-ce que cette situation de pandémie, cette situation de demande de visite du Royaume-Uni, elle vous a amené un petit peu à modifier votre manière de fonctionner, peut-être dans votre communication ou dans votre manière de fonctionner tout simplement, peut-être au niveau des prix? Est-ce que vous avez changé quelque chose? Allez, Bernard. Est-ce qu'on a changé les choses au niveau des prix? Oui, dans la manière de communiquer aussi. Dans la manière de communiquer, c'est-à-dire que pour votre première question, est-ce qu'on a changé les choses d'un point de vue structurel? Non, c'est-à-dire que nos circuits ont toujours été dans une histoire, dans la vue, c'est de prendre son temps, du kilométrage raisonnable, et utiliser des hébergements de petite taille, que ce soit des petits hôtels, bien des hébergements de charme ou des hébergements chez l'habitant. Après, au niveau des prix, non, dans la mesure où il y a beaucoup moins d'hébergements qui sont ouverts, mais rassurez-vous, nous avons dernièrement procédé à des questions au niveau de nos fournisseurs. Je peux vous assurer que tous les B&B, tous les petits hébergements sont vraiment prêts. 85% des personnes avec lesquelles nous travaillons nous ont dit qu'ils rouvreraient cette année. D'accord? Donc, ce point de vue-là, notre façon de travailler ne va pas changer, sauf que, effectivement, on le dit bien aux personnes, de respecter les habitants lorsqu'ils viennent ici. Ouais. En fait, ça s'appelle de surfer sur cet état de fait un petit peu. Donc, Sarah ou Violaine, une des deux, est-ce que vous avez l'impression de surfer là-dessus ou pas? Est-ce que vous restez identique à ce que vous êtes depuis toujours? Vas-y, Violaine, vas-y, fonce. Non, moi je pense que j'ai toujours beaucoup communiqué sur l'Irlande et sur l'Irlande du Nord, qui sont de très très belles destinations. Je ne pense pas avoir changé ma manière de communiquer sur ces deux destinations. En tout cas, pas de mon côté. Je ne sais pas toi, Sarah. Je vais essayer. Pareil, moi je vois la réponse côté blog. Les francophones ne peuvent plus venir en Écosse. Comment amener l'Écosse chez eux? J'ai commencé à faire un pub quiz virtuel sur l'Écosse. Ça a été super rigolo et merci French Morning London d'avoir relayé l'info. J'ai publié des recettes écossaises, ce qui a beaucoup plu aux lecteurs. Et là, je suis en train de travailler sur une visite virtuelle qui sera vraiment, vraiment innovante, je pense, et assez intéressante. Parce que ce n'est pas demain que nous allons retrouver les mêmes fréquentations ici de francophones. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir des vols annulés, des choses comme ça. Donc, beaucoup de gens doivent reporter leur voyage et j'aimerais leur répondre et leur proposer des alternatives. Donc, ça, c'est une partie de ce qui change, je pense, pour moi, comment apporter l'Écosse à domicile chez les gens. Et d'autre part, en tant que guide, quand je vais pouvoir retourner sur le terrain, oui, il va falloir adapter ma profession. Alors, d'abord, quand je fais des visites guidées à Édimbourg, c'est déjà une certaine exigence en termes de distance. D'abord, je fais majoritairement des visites privées, donc ce qui permet quand même de ne prendre aucun risque. Mes visites publiques étaient déjà limitées à 12 personnes, donc je vais peut-être limiter un petit peu plus, mais déjà, on était loin des immenses troupeaux de gens qui se promènent dans Édimbourg. Ça, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Je vais à présent proposer aux visiteurs, je vais tout simplement leur dire, j'ai du gel hydroalcoolique à disposition si vous en avez besoin. Je suis aussi en train de tester des applications qui permettent, avec un micro-cravate, de parler à distance et les personnes peuvent utiliser leurs écouteurs, leur téléphone pour écouter mon commentaire d'un petit peu plus loin. Donc, il y a des solutions qui existent et je suis en train de les explorer. Je pense que ça va changer légèrement sur la logistique quelques petits aspects, mais sinon, la passion sera la même et le charme de la ville et du pays sera exactement le même, ça c'est sûr. Anaïs. Oui,
Vous voyez que j'avais envie d'intervenir, merci. Non, je voulais juste ajouter qu'il y a quand même des grandes tendances qui se dégagent après cette pandémie et tant mieux, en fait, ça a aussi changé la façon de voyager et d'envisager le voyage, donc c'est une bonne chose. C'est que les gens, les futurs voyageurs veulent voyager plus responsables. Voilà, ils préfèrent favoriser le slow travel, donc par exemple par train. Donc c'est tant mieux parce que nous, on peut venir en Grande-Bretagne avec l'Eurostar depuis Paris. Ils préfèrent voyager plus doucement, faire du tourisme de proximité, aller vers les rencontres, voilà, des choses peut-être plus sincères. Et c'est vraiment ce que la Grande-Bretagne propose. Voilà, on n'est pas un pays où on propose des grandes plages bondées de personnes. Nous, on est vraiment plus dans les relations, découvrir des choses, découvrir voilà une nouvelle culture, beaucoup de musées, beaucoup d'héritage, et donc voilà, c'est ce que les gens recherchent. Et je pense que la Grande-Bretagne est vraiment dans cette veine. Donc c'est hyper intéressant pour nous dans les mois et les années à venir. Et là. Merci. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur ça parce que sur ce que ces deux pays ont à offrir, parce que c'est vrai que souvent les gens, on le disait tout à l'heure, on ne se pose pas forcément la question d'aller tout de suite visiter le Royaume-Uni ou l'Irlande. C'est pas une destination. Je veux pas, préjuger, mais c'est pas une destination estivale d'un coup où on va forcément vouloir y aller en masse. Donc c'est plutôt un avantage aujourd'hui en termes de situation actuelle. Mais du coup, les gens ne savent pas forcément quoi faire. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai Abigail de Nottingham qui me dit moi, j'ai de la famille qui vient de me rendre visite au mois d'août, normalement, si tout se passe bien. J'aimerais bien leur faire connaître le nord de l'Angleterre où elle habite, finalement, mais elle ne sait pas trop quoi leur proposer parce que les gens ont certaines attentes. L'été, c'est les plages, des choses comme ça. Donc, comment bien se renseigner pour créer quelque chose, surtout quand on veut faire découvrir plus qu'à nous, à nos proches, le pays dans lequel on a décidé d'habiter. Donc peut-être, Anaïs, vous aviez la parole en dernier. Oui, comment vous travaillez-vous pour proposer des destinations ou des lieux un peu insolites qui mettent en valeur le patrimoine, soit visuel, soit tout simplement en pierre du Royaume-Uni? Oui, alors déjà dans le nord de l'Angleterre, il y a énormément de choses magnifiques à voir. Il y a des grands espaces, il y a des parcs nationaux qui sont incroyables. Le parc national des Moors, des Dales, il y a le Yorkshire qui est magnifique. Enfin voilà, c'est vraiment des grands espaces dingues. Donc si elle aime la randonnée, si elle aime les villages hyper charmants avec des petits cottages, etc., c'est vraiment idéal. Et ensuite, comment se renseigner? Là, on a 2 super blogueuses, donc pas sur le nord de l'Angleterre, mais voilà, les blogueurs font un super travail pour promouvoir les différents endroits de la Grande-Bretagne à visiter. Nous, sur notre site Visite Britain, on fait plein d'itinéraires sur 4 jours, 5 jours, 10 jours sur différentes parties de l'Angleterre et du Royaume-Uni. Donc voilà, donc il faut un peu fouiller, mais vraiment l'info est vraiment à portée de main. Sur visitebritain.com, il y a plein d'itinéraires. On relaie aussi pas mal sur nos réseaux sociaux des articles de blog qu'on trouve hyper intéressants. Donc voilà, vraiment le nord de l'Angleterre, il y a plein de choses à faire avec Liverpool, Manchester, et si elle veut éviter les villes, elle peut aller dans le Peak District à partir de Manchester. Enfin voilà, on pourrait y passer un mois entier dans le nord de l'Angleterre. Donc, il suffit de fouiller un peu et puis elle trouvera, je pense, vraiment plein de choses à faire avec ses parents et sa famille. Je voulais justement, j'en profite pour, comme Abigail qui nous a posé la question, pour inviter les téléspectateurs qui sont sur notre Facebook Live à venir poser justement des questions bien spécifiques sur leur voyage, leur programme de cet été pour découvrir le Royaume-Uni et l'Irlande. Donc, il suffit de cliquer sur le petit lien Zoom et de nous rejoindre ici et de poser en direct votre question en levant la main et tout simplement. J'ai une remarque aussi de Christophe qui habite à Londres qui lui dit moi je veux bien contribuer au tourisme local mais je trouve que voyager au Royaume-Uni et en Irlande ça coûte cher, donc parce qu'on a peut-être eu l'habitude d'avoir ces destinations un peu avec le vol tout inclus et donc des destinations un peu plus lointaines où on prenait l'avion et on avait l'hôtel, le package qui était tout
ça, donc, enfin qui était tout inclus, pardon. Donc, est-ce que ça coûte cher de voyager en Irlande, Bernard et Violaine? Est-ce que je veux aller à Belfast ou je veux aller à Dublin ou dans la campagne irlandaise? Est-ce que ça va me coûter cher? S'il y a des gens qui ont des budgets limités, la première, au niveau des hébergements, par exemple, il y a des super possibilités, par exemple en auberge jeunesse. Nous en occupons pas, mais ça, tout est disponible sur Internet. Ensuite, au niveau des visites, il y a tout un tas d'endroits où il y a des visites gratuites quand même. Donc, ça dépend le type d'hébergement qu'on utilise. Et également, c'est vrai que si jamais on veut aller à Dublin, on veut aller visiter Guinness, c'est un certain budget. Par contre, il y a tout un tas de visites gratuites, comme dans tous les pays, dans les pays que l'on présente. Ouais, moi, je rebondis, je suis assez d'accord. Je pense que il y a finalement l'Irlande, comme l'Irlande du Nord, ce sont deux destinations qui sont accessibles pour tous les budgets. On peut très bien voyager voyager en Irlande avec un petit budget, tout comme on peut découvrir l'Irlande avec un beaucoup plus gros budget. Je pense que ça peut être une destination accessible pour celles et ceux qui n'ont pas forcément un énorme budget vacances. C'est tout à fait possible de découvrir l'Irlande sans casser la tirelire. Et puis, oui, pardon. Non, je me souviens plus de son prénom, Jérôme, habitant à Londres. C'est vrai que c'est assez facile de... Pardon ? C'était Christophe. Mais... Christophe, pardon. Habitant à Londres, c'est assez facile d'aller autour de Londres à même 1 heure, 2 heures de train, d'aller dans des endroits vraiment hyper sympas, comme le Kent, comme le Pays de Galles, à Bath, etc. Et il peut trouver des billets de train pas très chers. En effet, en hébergement, il y a des solutions pas très chères non plus. Et puis, il y a vraiment, comme disait Bernard, beaucoup de choses, de visites gratuites qui sont hyper intéressantes. Et puis, c'est vrai qu'au niveau de la restauration, ça, c'est quand même la beauté de ce pays, c'est qu'on peut manger au pub très bien pour pas grand-chose et des choses vraiment qualitatives. Donc, ça rentre aussi dans la balance. On va rester avec vous, Anaïs, parce qu'on a Nicolas de Londres, alors qui vit à Londres et qui ne pense pas rentrer en France cet été par peur d'une reprise de l'épidémie, beaucoup d'anxieux ce soir. Et il voudrait donc aller visiter le Royaume-Uni qui ne connaît pas du tout. Il vit à Londres, mais il ne connaît pas du tout le Royaume-Uni. Et donc, il vous demande de lui faire un petit catalogue de ce qu'il pourrait faire pendant cet été, s'il vous plaît, Anaïs. D'accord. Alors, j'ai combien de temps? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, passionnantes. Non, alors, on parlait du nord... 27 minutes. Non, je vais quand même laisser la parole aux autres. On parlait du nord de l'Angleterre, donc avec les grands parcs nationaux qui sont vraiment, je le répète, mais extrêmement beaux. Donc les Moors, le parc national des Dales, le parc national du Peak District. Donc là, c'est vraiment, si c'est un amoureux de la nature, il en aura vraiment plein les yeux. Ensuite, moins loin, il y a le Pays de Galles, avec pareil les parcs nationaux, Snowdonia, avec le mont Snowdon, qui est la montagne la plus haute du Pays de Galles. Donc ça reste, c'est à 1000 mètres d'altitude, donc ça reste une rando quand même assez accessible, un peu pour tout le monde. Enfin, j'imagine qu'il est un peu sportif, je ne sais pas. Il y a les Brecon Beacons qui sont hyper belles aussi, un parc national très beau. Au Pays de Galles, on le sait moins, mais on peut faire du surf. Donc ça, c'est génial. Il y a des plages où on peut faire du surf. Si on part de l'autre côté, il y a le Kent, toute la pointe du Kent. Donc là, qui sera peut-être un peu plus touristique cette année, comme le sud de l'Angleterre avec le Sussex, qui sera peut-être un peu plus touristique, mais il y a vraiment une multitude de choses à faire. Il y a Bath, il y a Bristol, enfin voilà, même sur un court séjour, sur 2-3 jours, il peut vraiment vadrouiller tout autour de Londres et être dans des endroits totalement dépaysants. Donc voilà, donc je l'invite à, une fois de plus, aller voir les blogs, aller voir sur notre site Visit Britain, parce qu'il y a vraiment plein d'idées en permanence nouvelles. Voilà, j'espère avoir répondu à sa question. Il n'y a que lui qui peut le dire, Léla. Votre micro, Léla. Oui, pardon.
J'étais sur ma lancée à poser la question. Alors, c'était plus la question sur l'Angleterre et le Royaume-Uni, enfin l'Angleterre. Mais qu'est-ce qu'il y a à visiter en Écosse pour sortir des sentiers battus? Qu'est-ce que, à part Édimbourg, le Loch Ness ou les Ness, de manière générale, qu'est-ce qu'il y aura d'original à voir en Écosse? Merci beaucoup, Léla, pour cette question. Pareil, ça fait 5 ans que j'habite ici. Je farfouille, je creuse, je voyage tout le temps et je suis loin d'avoir tout vu. Mais il y a énormément de petites choses très sympathiques à découvrir quand on sort de la capitale, notamment. Cette année, d'ailleurs, j'ai très envie d'encourager les gens à visiter le sud de l'Écosse, qui est moins visité. Et donc, comme disait tout à l'heure Bernard, il y a beaucoup de régions en Écosse où, en effet, la densité de population est si basse qu'on se sent tout seul. Et le problème, c'est que cette année, en Écosse, on ne sait pas si toutes les régions vont pouvoir être accessibles en même temps, parce que beaucoup de ces régions ont des structures sanitaires assez limitées. Donc, on essaye de vraiment limiter le nombre de personnes éventuellement malades dans ces coins-là. Donc, on ne sait pas encore comment ça va se faire. Mais si vous allez dans les Borders, par exemple, au sud d'Édimbourg, c'est absolument magnifique. Vous croyez plonger dans l'univers du Seigneur des Anneaux, tellement c'est verdoyant. De même, la région de l'Ayrshire, la région de Dumfries et Galloway, la côte sud-ouest de l'Écosse est absolument magnifique et personne n'y va. Et alors qu'il y a beaucoup de choses à faire, des châteaux absolument incroyables. Allez voir le château de Colin, ça s'appelle Culzean, c'est aussi la beauté de l'Écosse. Sinon, en restant toujours peut-être dans cette ceinture centrale de l'Écosse, il faut découvrir le parc national des Trossachs et du Loch Lomond, qui sont avec des paysages absolument merveilleux. Alors non, ce n'est pas le Loch Ness, mais ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au Loch Ness pour être émerveillé en Écosse. Ça, c'est évident. De même, sur la côte est de l'Écosse, il y a quelques petits bijoux à découvrir. Je vous conseille vraiment la ville de Dundee. C'est une ville qui a la classe en ce moment. Ils ont un musée génial qui est tout neuf, qui s'appelle le V&A. C'est le petit frère du V&A Victoria and Albert Museum que vous avez en Angleterre, et qui a ouvert en septembre 2018, qui fait un tabac, c'est un truc de dingo. Et vraiment, il y a tellement de choses comme ça à découvrir grâce, comme le disait Anaïs tout à l'heure, grâce au blog qui partage beaucoup de contenu. À ce propos, vous savez que Violaine, elle a un super blog qui s'appelle Viovadrouille, où elle va vous donner beaucoup de conseils sur l'Irlande. Et les contenus, même en français, de Visit Britain, Visit England, Visit Scotland, sont très très bien. Il y a beaucoup de contenus qui sont disponibles, des itinéraires notamment. Et cette année, si vous voulez être vraiment tranquille, pourquoi ne pas louer un van, faire un petit itinéraire dans le sud de l'Écosse? Pourquoi ne pas faire un voyage à vélo? C'est possible également. On pose souvent la question des îles écossaises. Et donc forcément, les îles écossaises, elles sont absolument délicieuses à visiter. Mais cette année, il faut faire attention aux ferries. Et il y a eu une communication aujourd'hui de la plus grande compagnie de ferries qui s'appelle Calmac Ferries. Dans 2 jours, ils vont donner un début d'ouverture des ferries parce que pour l'instant, ils ne sont réservés qu'aux locaux. Pour l'instant, les voyageurs ne peuvent pas aller dans les îles écossaises. On va voir comment ça va se passer à partir du 15 juillet. Voilà, et Jérôme Nessy vient de nous rejoindre. Il a une question fleuve à nous poser. Jérôme, ça faisait un moment qu'on était en négociation avec lui pour qu'il vienne nous rejoindre à l'antenne. Il a une question qui concerne l'Écosse, qui concerne les enfants, les grands-parents, le golf, les musées. Et donc, cette question, elle me semble concerner Sarah. Jérôme, on va vous laisser poser votre question. Merci d'être avec nous. Si vous ouvrez votre micro, Jérôme, pour qu'on vous entende. Jérôme, c'est comme s'il était là, mais il n'est pas là, Jérôme, pour l'instant. Donc, je vais lire la question de Jérôme. On le rejoindra peut-être. Je vais lire la première partie de sa question. Jérôme, en fait, habite à Londres et il a 2 enfants qui ont 9 et 11 ans. Et il envisage de prendre une voiture et de partir une semaine faire un petit tour en Écosse. Alors déjà, première question, après on parlera de ses passions à lui. Première question, comment il va pouvoir occuper ses enfants et ses grands-parents? Sarah, aidez-le. Eh bien, tout dépend des centres d'intérêt de cette petite famille. Moi, ce que j'aime recommander en Écosse, c'est des petites aventures à la journée, par exemple. Prendre un bateau, aller sur l'île de May et observer les macareux. Vous connaissez ces oiseaux trop mignons que tous les enfants adorent. Donc voilà, c'est une première petite idée comme ça qui me vient en tête. Pendant l'été,
En temps normal, beaucoup de châteaux à Édimbourg proposent également des activités qui sont ouvertes aux enfants, qui peuvent aussi intéresser les parents et avoir une activité vraiment tous ensemble. Après, mon conseil pour Jérôme, c'est d'essayer de faire des petites distances, donc pas forcément de faire un grand tour, de ne pas garder tout le monde enfermé dans la voiture, parce que ce n'est pas très rigolo, mais peut-être de rayonner autour d'Édimbourg, aller passer une journée à la plage, aller observer des phoques, éventuellement aller au zoo, ça plaît toujours également, ces activités-là. À 9 et 11 ans, on peut déjà faire pas mal de choses, on peut faire des petites randonnées, uniquement en étant à Édimbourg, on peut monter en haut d'Arthur Seat et profiter d'un superbe panorama quand on est au sommet d'un volcan. Vraiment, l'Écosse est une destination qui est très chouette pour les enfants parce qu'ils ont l'impression d'être dans un pays totalement différent. C'est presque un pays un peu magique. On a l'impression que peut-être une fée va surgir, peut-être une kelpie, un de ces chevaux aquatiques mystérieux écossais qui va peut-être apparaître devant nous. Donc, je pense que je commence à rêver dans tous les sens. Je pense qu'avec des enfants, il y a de quoi faire, mais mon conseil, c'est de garder peut-être un itinéraire assez compact, regroupé peut-être autour d'Édimbourg. Alors, comme Jérôme a toujours son micro fermé, il est toujours affiché sur l'écran, mais il a toujours son micro fermé, je vais vous parler des passions de Jérôme, Sarah, si vous voulez bien. Il a apparemment une passion pour les musées, pour les golfs. Les golfs, je pourrais vous aider, cas échéant, si vous voulez. En tout cas, les musées. Les musées. Eh bien, à Édimbourg, déjà, vous avez le Musée national de l'Écosse qui est gratuit, qui est absolument fantastique. À moins d'une heure, à Glasgow, il y a le musée Kelvin Grove, qui est une superbe galerie qui présente une infinité de choses intéressantes. Si on s'intéresse au golf, la destination phare, c'est nécessairement St Andrews, qui est sur la côte est, dans le Fife. Et d'ailleurs, à St Andrews, il y a un très bon musée du golf également. Et si on se rend à St Andrews le dimanche, on peut se promener à pied sur le Old Course, qui est le plus vieux parcours de golf encore en fonctionnement. Et puis, à côté de St Andrews, il y a un des plus beaux parcours du monde qui s'appelle Kingsbarn. Voilà, qui est un magnifique parcours. Eric, la prochaine fois… et puis après, voilà, je me mêle un peu de ce qui ne me regarde pas, mais c'est vrai qu'après, si on va sur la côte ouest, on a quand même des parcours extraordinaires, et notamment le parcours qui a accueilli à plusieurs reprises le British Open, et qui s'appelle le parcours de Turnberry, qui appartient à qui? À qui appartient Turnberry aujourd'hui? À Donald Trump. Voilà, Monsieur Donald Trump. Léla, pardon de cette parenthèse incongrue. Non, c'est pas grave. Merci Jérôme. Du coup, il est là, mais il nous a pas posé sa question en direct. Moi, j'ai pas mal de remarques sur notre Facebook Live. Donc, j'invite d'ailleurs les gens qui sont sur notre Facebook et qui commentent à venir nous rejoindre. Ce sera plus simple de poser la question à nos intervenants en direct. J'ai Héloïse Kerchon qui pose la question: est-ce que le lac District est-il aussi bondé que le sud de l'Angleterre l'été? Alors, je réponds. Oui, peut-être Anna. Oui. Non, en fait, tout simplement parce que déjà, le parc national du le Lake District est immense. Donc voilà, donc par rapport aux plages du sud de l'Angleterre, donc on a déjà beaucoup plus d'espace. Et puis, c'est vrai que à partir du moment où vous partez en randonnée, vous êtes quand même tout seul ou presque, parce qu'à partir du moment où vous fournissez un petit effort, il y a quand même déjà un peu moins de monde. Donc non, c'est pas comparable. Ah, d'accord. Merci pour Héloïse, du coup. Et alors, on va passer sur l'autre île, en Irlande. Globalement, est-ce que c'est une île qui est facilement visitable en famille? Puisqu'il y a des questions qui tournent autour de la famille, effectivement, avec des personnes plus âgées. Voilà, est-ce qu'on recommande plutôt des voyages en voiture? Parce que c'est quand même un espace assez vaste. Donc, peut-être quelques idées pour s'organiser. Bernard? Ça, c'est toujours pareil, c'est en fonction des attentes des personnes et des budgets. Dans des budgets raisonnables pour des familles, c'est des locations d'hébergement. À ce niveau-là, justement, nous donnons une préférence aux petits hébergements dans la mesure où il y a longtemps que nous ne voulons pas travailler avec des groupements de cottages sur lesquels il y a des voyageurs qui sont les uns à côté des autres, mais justement des hébergements sur lesquels… Si vous avez des voisins, ce seront en principe des Irlandais. Ensuite, il y a tout un tas de choses à faire en Irlande également. C'est comme
des balades à pied, des balades en vélo. Ensuite, nous-mêmes, nous sommes spécialisés sur des visites plus privatives, si on peut dire. Et à ce niveau-là, nous avons tout un tas de choses à proposer, que ce soit une visite de fumerie de saumon ou bien d'herbaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous balader pendant 2 heures pour vous faire découvrir les plantes, ou bien que ce soit un ami qui habite pas loin de chez nous, ici sur la côte nord-ouest, qui cultive des algues. Donc oui, pour les familles, il y a beaucoup de choses à faire. Et là Et du coup, en Irlande du Nord, moi, je suis toujours un peu fascinée par cette ville Belfast qui est remplie d'histoire. Du coup, peut-être qu'on peut en profiter pour faire un été apprenant et culturel. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire à Belfast et autour de Belfast? Peut-être, Violaine, vous expliquer, est-ce que c'est une ville aussi qu'on peut faire en famille ou qu'on peut faire en solo? Comment ça se passe? Oui, alors Belfast, c'est une ville qui finalement se prête un peu à tous les publics. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup à Belfast, c'est le fait que ce soit une capitale à taille humaine. On peut tout à fait traverser la ville en 1 heure, tout au plus. On peut très facilement circuler dans Belfast en bus. Il y a énormément de choses à faire pour les familles ou même pour les gens qui sont en couple ou entre amis. Pour les familles, par exemple, la visite du Titanic à Belfast, qui est une visite culturelle très interactive, qui est vraiment très, très sympa à faire avec des enfants. Se balader dans la ville, Belfast est une très jolie ville. Il y a une très belle architecture, il y a plein de petites entrées et des petits passages un petit peu partout qui sont, moi je trouve en tout cas fascinants. Il y a une très belle rivière en centre-ville que l'on peut parcourir. Voilà, il y a un joli chemin à parcourir le long de la rivière Lagan en centre-ville de Belfast. Il y a également le marché Saint-Georges, par exemple, qui est une institution à Belfast. On peut s'y rendre avec les enfants. C'est super chouette à faire, donc c'est le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est super chouette à faire le week-end parce qu'il y a de la musique en live. On peut y aller pour manger un casse-croûte sur le pouce et puis écouter un groupe de musique. Donc Belfast se prête vraiment très bien à tout public. Voilà, pour 2-3 jours, c'est vraiment idéal. Ce qui est très chouette à Belfast aussi, c'est qu'on est très rapidement en pleine nature. On peut randonner à Belfast. Il y a un très joli parc qui s'appelle le Cave Country Park à Belfast, avec un château d'où commencent les randonnées pour se rendre tout en haut d'une colline depuis laquelle on va avoir une superbe vue sur la baie de Belfast et sur les alentours. Donc on peut avoir ce mix finalement de côté urbain, côté nature en un week-end et en une ville. Donc c'est très sympa à faire. Il y a énormément de choses aussi à faire aux alentours de Belfast, énormément de visites à faire en famille. En à peine une demi-heure de Belfast, on peut prendre le train et se retrouver à la plage. Une plage où il n'y a littéralement aucun touriste, c'est vraiment que les locaux qui y vont, donc c'est vraiment super, c'est très authentique. Plein de choses à faire en Irlande du Nord pour les gens, pour tout le monde. Justement, Violaine, vous parliez de plage. C'est vrai que pour beaucoup, on a eu pas mal de remarques là-dessus. Pour beaucoup, l'été, c'est synonyme de plage. C'est un peu lézarder avec sa serviette, etc. Est-ce que on peut dire que le Royaume-Uni et l'Irlande sont des pays qui se prêtent à poser une serviette voilà, au bord de la mer et de s'y baigner? Alors là, exceptionnellement, aujourd'hui à Londres, il fait 31 degrés, donc on peut se dire qu'éventuellement, on pourrait avoir d'autres chaleurs comme ça à venir cet été. Mais voilà, tout cet imaginaire qu'on a autour des plages et de ne pas pouvoir profiter pleinement de ce côté un peu estival, est-ce que c'est des préjugés, des idées reçues, ou est-ce qu'on peut effectivement se baigner et profiter du bord de mer au Royaume-Uni et en Irlande? Peut-être Anaïs, commencer. Ouais, parce que ce que veut dire Léla, c'est que la mer est froide quand même dans ces Oui, pays. C'est quelque chose qu'on a oublié de mentionner. Alors moi, étant bretonne, et ça fait 7 ans que j'habite ici à Londres, honnêtement, non, les étés sont beaux. Il pleut pas plus à Londres qu'à Paris. On va se baigner. Alors oui, la Manche est pas très chaude, mais est-ce que l'Atlantique est vraiment chaude en Bretagne? Je ne suis pas sûre. Pour autant, on aime bien s'y baigner. Non, honnêtement, c'est pas. Les gens ne viennent pas visiter le Royaume-Uni, enfin la Grande-Bretagne,
pour les plages, ça c'est sûr. Ils viennent rechercher autre chose, ils viennent rechercher voilà, ce qu'on disait de la culture, des visites de musées, des visites de châteaux, rencontrer des gens. En revanche, si on veut faire une journée plage, il y a vraiment de quoi faire dans tout le sud de l'Angleterre, dans le Kent, au Pays de Galles et plus au nord. Enfin, vraiment, il y a des plages. Nous, chaque année, avec ma famille, on part sur la plage se baigner et chaque année, on s'y baigne et voilà. Donc, c'est pas que exceptionnel. Enfin, il fait très chaud aujourd'hui, mais en règle générale, l'été peut être aussi très chaud en Grande-Bretagne. Et voilà, si vraiment l'envie, c'est de passer des journées à la plage, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, le sud de l'Angleterre, ce sont des plages de galets, mais ça a son charme aussi. Il faut mettre des petites sandales en plastique, là, des nouilles, comme on appelle ça. Mais ça a son charme. Voilà, ensuite, il y a des plages de sable plus vers le Norfolk. Donc, chacun y trouve un peu son compte. Il y a énormément de choses à faire sur les plages et surtout à côté des plages, découvrir plein de choses en campagne, à côté des plages, etc. Il est Irlande, difficile. je voulais juste poser la question Allez-y, à Bernard allez-y. Irlande pour conclure sur ce côté-là, pour qu'on puisse passer à autre chose, parce que il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions là-dessus sur est-ce que je peux me profiter des bords de mer en Irlande? Oui, tout à fait. Vous savez, en Irlande, nous avons l'affluence du Gulf Stream qui est là et qui se ressent bien, par exemple, dans le sud-ouest. Vous avez, par exemple, dans le comté de Kerry, vous avez vraiment une nature luxuriante. Ensuite, pour ayant vécu toute mon enfance au Maroc, je peux vous assurer que par moment, que ce soit au Maroc ou que ce soit au Portugal, l'eau peut être très froide. Sur certains, nous n'avons pas les températures qu'il y a dans ces pays-là. Mais en Irlande, comme on le dit, il fait beau tous les jours, plusieurs fois par jour. Et c'est une réalité. Ça fait 30 ans que j'habite en Irlande et je vais régulièrement me baigner. Après, c'est vrai qu'on ne va pas s'allonger dans la plage. C'est sûr et certain, ce n'est pas aussi fréquent qu'au Pays Basque, d'où je suis originaire. Donc voilà. Ensuite, je voulais dire également une chose, c'est pour l'Irlande, pour des gens à petit budget, il y a possibilité d'aller sur le site de l'Office du tourisme irlandais qui donne tout un tas de renseignements pour des gens qui veulent réserver directement et non pas passer par une société de service comme la nôtre. Voilà, j'aimerais justement, vous venez de me fournir une transition, Bernard, en disant que vous étiez basque. Anaïs nous disait qu'elle était bretonne. Mais vous tous, que vous soyez guide, que vous soyez blogueuse, que vous soyez dans une agence de voyage, vous tous, vous avez choisi de vous installer au Royaume-Uni. Et quand vous parlez, on a entendu le mot dingo dans la bouche de Sarah tout à l'heure, quand vous parlez, du Royaume-Uni, il y a beaucoup de passion dans votre œil à tous. Comment vous avez découvert le Royaume-Uni et qu'est-ce que vous lui trouvez de mieux que par rapport au pays dont vous êtes originaire, le pays au sens global, la France, que ce soit le Pays Basque, que ce soit la Bretagne. Voilà, question ouverte, à vous de voir. Je veux bien me lancer. C'est toujours plus facile de commencer. Allez, Anaïs. Moi, je suis arrivée à Londres pour la fin de mes études. Enfin, j'avais repris des études. Enfin bref, j'étais venue pour 6 mois. Voilà, ça va faire 7 ans. Donc, c'est une histoire assez courante, je pense. On vient souvent ici au Royaume-Uni et en fait on y reste parce que on tombe amoureux de la culture, on tombe amoureux moi personnellement de l'ouverture d'esprit. À Londres on peut se balader avec des cheveux roses et un short violet et personne ne nous regardera bizarrement. On peut aller dans un club en basket, on peut, enfin voilà, c'est vraiment une ouverture d'esprit complète. Il y a énormément de choses à faire. Moi, amoureuse de la nature, il y a énormément de choses à faire, mais même à portée en 1 heure de voiture de Londres, on est tout de suite voilà, dans des endroits qui peuvent être magnifiques et vraiment en pleine nature pour faire des petites randonnées à la journée. Et puis les pubs c'est ça aussi qui nous fait rester. Non, je plaisante, mais voilà, toute cette ambiance
joie de vivre, de sortir ensemble, c'est ça qui est hyper intéressant et je pense que c'est pour ça que les gens viennent visiter le Royaume-Uni et reviennent ensuite. C'est pour cette culture vraiment on va discuter avec la personne à côté de nous au pub ou au restaurant, chose qu'on ne ferait pas en France nécessairement. Voilà, c'est ce petit grain britannique qu'on a du mal à expliquer mais qui nous fait rester en fait. Sarah, Bernard, Violaine. Oui. Bernard. Moi, je suis arrivé en 87. Je faisais partie de la première année Erasmus. Je suis arrivé à Sligo, qui est sur la côte nord-ouest de l'Irlande, et j'y suis resté parce que j'ai eu la chance, en tant qu'étudiant, de visiter les alentours. À l'époque, j'étais parmi les étudiants les plus riches. J'avais un véhicule, chose qui était relativement rare ici. Et puis, ça m'a permis, ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie du saumon, de visiter, de découvrir, de me perdre sur les petites routes irlandaises et de découvrir effectivement l'âme irlandaise qui est un petit peu unique. Quelqu'un de très connu disait l'Irlande, c'est pas à l'étranger, c'est ailleurs. Et c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est des gens qui ont le temps. Et c'est ça la grosse différence avec la France, où on est très souvent pressé, où les gens n'ont pas le temps de communiquer. Sarah. Merci, désolée, tout à l'heure j'avais le micro fermé, ça a dû être un peu bizarre. J'adore vos histoires, c'est génial cette histoire de premier étudiant Erasmus, Bernard, énorme. Pour moi c'est pareil, c'est un premier voyage, un gros coup de cœur que je ne m'explique encore pas, premier voyage en solo, grâce à un ticket Interrail gagné par hasard sur Internet. Et j'ai décidé de remonter à travers tout le Royaume-Uni parce que j'adore la culture britannique, j'adore Downton Abbey et tout ça, et je ne connaissais pas du tout l'Écosse. Et en posant le pied à Édimbourg, en plein mois de novembre, sous la pluie, eh bien, j'ai ressenti quelque chose et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai jamais ressenti ça ailleurs. Et pourtant, j'ai eu la chance d'un petit peu voyager. Et puis, ça ne m'a pas pris très longtemps de tout abandonner et de débarquer avec un petit sac à dos à Édimbourg. Et ça, c'était il y a 5 ans. Et moi, on me dit souvent, pourquoi tu restes alors qu'il ne fait pas si beau et tout ça? Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'aurais peut-être pu rajouter sur la question de tout à l'heure. C'est que je pense que le Royaume-Uni et l'Écosse en particulier va attirer les gens pour sa fraîcheur. Moi, je suis très contente aujourd'hui d'avoir une journée à 22 degrés. C'est très agréable. Et je n'ai pas vraiment besoin de 35 degrés. En réalité, je préfère grandement avoir des températures douces. Et je pense que de plus en plus, les francophones vont vouloir venir prendre l'air en Écosse et peut-être dans d'autres régions du Royaume-Uni également. On va finir ce petit tour de table avec Violaine. Je me pose une question depuis le début, Violaine. Vous êtes cachée derrière un GIF. Ce n'est pas vous vraiment qu'on voit, c'est une espèce de GIF, non? En fait, j'ai un petit souci technique. Moi, je me vois moi, mais je ne vois personne. Non, mais parce que la question m'obsédait depuis une demi-heure, je pensais qu'à ça. Donc, je vous la pose. C'est un petit souci technique, je pense, au niveau des caméras. Non, alors moi, j'ai une expérience un petit peu différente. Je suis expatriée depuis bien longtemps, presque 10 ans, un petit peu plus maintenant. Un petit peu plus de 10 ans. J'entame ma 7e année en Irlande. Mais j'ai vécu en Irlande du Nord, à Belfast, plus précisément pendant 5 ans. Une opportunité d'emploi qui m'a amenée à Belfast et j'entame ma 2e année en Irlande. Alors j'habitais dans le sud, sur Dublin, et maintenant à Sligo, donc dans le nord-ouest. Un petit peu comme Sarah, moi j'apprécie énormément le fait qu'il ne fasse pas très très chaud en Irlande. Je suis une fille du Nord à la base, voilà. Donc j'aime bien le temps frais. Je trouve l'Irlande très très attachante. C'est une destination, c'est même une expatriation géniale. Je pense l'Irlande, c'est une culture, les gens sont simples, les gens sont gentils, ils sont accueillants. La vie est tranquille en Irlande. Je trouve qu'on a une très bonne qualité de vie. Comme disait Anaïs également pour l'Angleterre, la même chose s'applique à l'Irlande. Les gens ne jugent pas, les gens sont très ouverts d'esprit. On prend vite racine en fait en Irlande. Et comme en Irlande du Nord également, hein, pour le coup, ça s'applique aux 2 destinations. Voilà Léla, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question et ça tombe bien parce qu'il est 17h59.
Parfait, très bon timing. Non, je voulais vous remercier tous les quatre, Anaïs, Sarah, Bernard et Violaine, d'avoir participé et d'avoir donné votre point de vue et partagé vos conseils très pratiques pour toutes celles et ceux qui voudront rester cet été voilà, pour visiter le Royaume-Uni et l'Irlande. Donc j'espère qu'en tout cas, ils auront répondu à la plupart de vos questions. De toute façon, l'émission est en replay, donc vous n'hésiterez pas à la regarder si vous avez besoin de détails ou à contacter directement nos intervenants du jour pour avoir un peu plus de détails. En tout cas, merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette émission. Et pour ceux qui vont déjà partir en vacances, et, si ça se trouve au Royaume-Uni et en Irlande, on vous en souhaite de bien belles. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec vous, Eric. Donc voilà, même jour, c'est-à-dire mercredi et même heure. Et en tout cas, encore une fois, il y a un autre sujet mercredi prochain. Merci à vous toutes et tous. Pardon, Bernard. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bye bye. Merci, Et bonnes vacances. Au revoir.